Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. Boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Waouh, qu'on est fiers de vous. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et vous êtes très nombreux. 900 000 sur la chaîne YouTube, rien que la chaîne YouTube, ce sera bientôt le million. Bon, on compte sur vous. En tout cas, on est ravis et merci à vous tous de nous faire confiance régulièrement et d'être de plus en plus nombreux. Alors là, on vous parle de la chaîne YouTube, mais vous êtes extrêmement nombreux également, surtout le secteur digital sur lequel vous pouvez retrouver Sud Radio. Allez, au programme de notre journée, avant 13h, eh bien, nous allons dans quelques instants vous parler de quelque chose qui ne va pas être un poisson d'avril. Exactement, on en a déjà parlé un peu partout, mais on va rentrer plus dans le détail, la fin de la fameuse vignette d'assurance et même de la carte verte. Donc plus besoin de mettre la petite vignette sur le pare-brise, plus besoin d'avoir la carte verte avec ses papiers. Alors, comment on pourra vérifier que votre assurance est bien enregistrée? Comment les forces de l'ordre feront pour vérifier? Est-ce que il y a des côtés un petit peu plus pervers à cette suppression? Non, on verra non. Ça aussi. C'est plus pervers puisqu'on enlève la carte verte. Oui, mais oui, pardon, pervers, je commence comme ça. Vous voyez, on ne va pas rentrer dans le détail. Non, on va parler aussi, alors là, on va bien expliquer la norme anti-pollution Euro 7, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Oui, ça y est, elle a été entérinée, elle entrera en vigueur. Alors, c'est pas encore tout de suite, donc je me suis dit, tiens, on va faire appel à un spécialiste pour en parler. Donc, on aura Jean-Luc Moreau avec nous tout à l'heure. Jean-Luc M de Paris. Nous aurons aussi l'essai de la semaine. Alors le nom est très marrant. Hashtag 3 Pro Plus. Mais qui c'est qui décide des noms de voitures? Enfin, moi, il y a un moment, il va falloir. Je sais pas. Mais en plus, Marthe avait des noms rigolos autrefois. Vous aviez la Fortou. Tout était dans le nom puisqu'elle était pour 2 et vous avez la Fort qui était pour 4. Et ben là, c'est la hashtag 3. Hashtag 3 pour Smart. Enfin, franchement, c'est bizarre. On va parler de recyclage de pneus. Ça, c'est un vrai sujet également. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait des vieux pneus? À part vous qui faites un puits pour... J'ai cru que vous parliez de moi en parlant de vieux pneus. L'ami Jean-Luc, on va se... Non, je parlais du puits dans le jardin avec les nains autour. C'est quand même sympa pour recycler des pneus. Et puis une étude qui nous conforte dans notre amour à tous les deux et à tous ceux qui écoutent l'émission de la voiture, c'est 93% des Français ne pourraient pas vivre sans voiture. Exactement. Voilà, on est dans un climat anti-voiture, mais qui correspond pas du tout aux attentes de la population française. Ouais. Donc Sud Radio, la radio de l'auto, et je pense qu'on a raison, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux également à nous suivre sur la page YouTube, bien sûr, mais aussi la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez que cette émission est la vôtre. Il vous suffit donc de nous rejoindre directement sur la page Facebook de Sud Radio. Vous voulez poser une question, vous pouvez le faire ici sur le chat de Facebook, ou sinon directement avec Jordan qui vous attend au standard au 0826 300 300. Dans quelques instants, je vous donnerai aussi le mail sur lequel vous pouvez nous écrire. C'est le week-end Pascal, je le vous souhaite merveilleux et j'embrasse très fortement ma famille qui traverse des moments un peu difficiles, elles se reconnaîtront. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Le 1er avril marquera non pas que les poissons d'avril qui vont être derrière le dos de Jean-Luc M de Paris, mais la fin de la vignette d'assurance telle qu'on la connaissait. Alors on peut faire un petit peu d'historique. On va accueillir pour cela Cédric Ménager, qui est le CEO, c'est-à-dire le Chief Executive Officer, bref, le patron des Furets.com. Bonjour Cédric. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, merci. Bon, vous avez été sage, les cloches vont passer chez vous? J'espère bien. Vous allez aller chercher des œufs dans le jardin? Pluvieux? Oui, ça peut être un petit peu humide. Bon, on va parler du poisson de lundi. Enfin, c'est pas un poisson. Non. À partir du 1er avril, on n'aura plus besoin d'apposer la fameuse petite vignette verte. Alors, il y en a qui, en fait, oublient de la mettre et puis de temps en temps, on prend un PV comme ça. Parce qu'on pouvait être verbalisé par, on va dire, à la volée, quoi. Si simplement vous avez un policier qui passe dans la rue, qui voit que vous n'avez pas la vignette, vous pouviez recevoir un PV. Donc ça va être fini. Qu'est-ce que ça va changer pour les assurés, Cédric? Ça va être une mesure de simplification, puisque vous n'avez plus besoin en effet d'avoir la carte verte dans votre véhicule ou la vignette
sur le pare-brise. Par contre, ça va être une mesure qui va faciliter le contrôle de l'assurance et donc permettre aux forces de l'ordre de contrôler plus facilement avec simplement la plaque d'immatriculation le fait que vous êtes assuré ou pas. Alors, là, ma maman qui écoute n'a sans doute pas compris qu'en supprimant quelque chose qui prouve qu'on est assuré, ça va faciliter la vérification de l'assurance. Comment ça va se faire? Il n'y aurait pas une histoire avec la plaque d'immatriculation? Si, c'est ça, on l'a dit, mais il y a un fichier central, c'est ça. Exactement. Donc il y a un fichier central qui s'appelle le fichier des véhicules assurés, qui a été créé depuis 2019 et qui maintenant donc est en plein, on va dire en pleine opération et qui va permettre à partir de lundi aux forces de l'ordre simplement avec la plaque d'immatriculation de consulter ce fichier et qui leur dira si le véhicule est assuré ou pas. Et en fait, le principe, c'est que les assureurs vont transmettre sur ce fichier central toute nouvelle souscription ou toute résiliation d'assurance et ça sera pris en compte dans les 72 heures après la souscription ou la résiliation de votre assurance. Est-ce que c'est un moyen plus direct et plus sérieux pour les non-assurés, du coup ? De repérer les non-assurés. Il y aurait 900 000 personnes non assurées en France. C'est ça qui écoute Sud Radio sur YouTube ou quoi? Ouais, c'est les mêmes. Oui, 900 000, c'est énorme. On est les champions d'Europe des non assurés en assurance auto. Et en effet, oui, ça va permettre un contrôle plus facile, puisque simplement avec un numéro de plaque d'immatriculation, même par exemple, si vous faites flasher, il y aura la possibilité aussi de faire ce contrôle-là. Donc, vous pourrez avoir une double amende quelque part entre celle du flash et celle de la non-assurance, ce qui n'était pas possible avec la simple vignette, le simple contrôle visuel par la vignette. Quoi. D'accord. Alors, on nous dit que ça va permettre d'économiser du papier, ça on comprend, c'est 1200 tonnes de CO2 selon le gouvernement, sauf que il faudra quand même, si on a un accident, pouvoir avoir les références de son contrat. Donc on n'aura plus la fameuse carte verte et la vignette, mais l'assureur va vous envoyer quand même un papier. Oui. Au lieu d'être vert, il est blanc, mais il y a les mêmes choses dessus, il faudra l'imprimer, donc on gagne que dalle finalement. Alors par contre, ça paraît logique parce qu'il y a pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio en disant en cas d'accident, si on n'a plus la carte verte, comment on fait le constat? Donc voilà, on aura quand même le papier. Une carte blanche. Alors vous allez me dire, Cédric, on peut l'avoir sur son smartphone. Exactement. Donc le document dont vous parlez, c'est le mémo véhicule assuré. Donc on recevra au moment de la souscription de son assurance et on peut l'avoir sous forme papier, mais on peut l'avoir sous forme numérique sur son mobile. D'accord. Et du coup là on a quelque part une économie de papier et puis c'est en effet très très facile de le retrouver en cas de constat à réaliser. On aura les informations nécessaires sur son mobile. Quand même. On peut conserver, si on a la même assurance, on peut conserver une ancienne carte verte avec sa carte grise et là on a les mêmes références de contrat. Exactement. Vous avez des informations nécessaires également. Et qu'est-ce que ça change vraiment? C'est juste une histoire d'économie en fait? Non, ça va permettre de vérifier plus facilement que vous êtes assuré ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur la page Facebook de Sud Radio. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vérifier soi-même qu'on est bien enregistré dans le fichier? Et par exemple, je m'assure aujourd'hui, j'achète un véhicule, j'appelle mon assureur, j'ai une assurance qui court à partir du moment où je l'ai appelé pour ce nouveau véhicule. Je suis pas forcément encore enregistré dans le fichier. Comment je fais pour prouver que je suis assuré? Alors, lors de la souscription, vous avez 72 heures pendant lesquelles, en effet, le fichier n'est pas mis à jour. Donc vous pouvez on peut croire que vous n'êtes pas assuré. Mais donc, la première chose, c'est d'avoir ce document, le mémo véhicule assuré, à disposition. Donc ça, votre assureur doit vous l'envoyer au moment même. Au moment où on s'assure, d'accord. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir sur son mobile ou en format papier, et donc vous pourrez l'utiliser si jamais on vous reproche de ne pas être assuré pendant cette période de 72 heures. Oui. Après, pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur le fichier, il y a un site internet qui s'appelle www.fva comme le nom du fichier assurance.fr qui vous permettra de vérifier avec votre numéro d'immatriculation et votre numéro de certificat d'immatriculation, donc qui se trouve sur votre ancienne carte verte ou sur votre véhicule, votre mémo véhicule assuré. Oui, moi je pensais juste à nos anciens, à nos personnes âgées qui n'ont pas spécialement de téléphone et tout. Oui, mais il faut quand même bien les accompagner, même s'ils gardent le papier. Alors, il y a aussi un numéro de téléphone, donc un serveur vocal
qui vous permettra de faire cette même vérification. Voilà, parce qu'on n'a pas tous les 01 téléphones. 83 64 32 22. Voilà. Wow. Vous savez déjà tout, vous. Ouais. Vous êtes incroyable. Non, mais les assureurs communiquent bien au moins sur ça. Donc ça veut dire, ouf, quand on a beaucoup de véhicules, comme quelqu'un que je connais, qui habite pas loin de chez moi, c'était une tannée chaque année de changer les vignettes d'assurance. On en oublie toujours une. C'était aussi compliqué de tout changer dans les cartes grises pour mettre la bonne dans celle de la bonne voiture, etc., etc. Ouf, enfin. Et puis c'était moche, hein. On va le dire, hein, la vignette verte sur un pare-brise, bof. Alors oui. Dernier point quand même, quand on voyage à l'étranger, est-ce qu'il faudra quand même avoir une carte verte ? Alors, pas dans l'Union européenne, puisque la plaque d'immatriculation, elle vaut présomption d'assurance dans toute l'Union européenne. Par contre, il y a des pays dans lesquels il vous faudra avoir ce qu'on appelle une carte internationale d'assurance automobile, qui peut vous être fournie par votre assureur. Alors, les pays en question, c'est des pays comme l'Albanie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Ukraine. Voilà. Donc, l'Ukraine, on y va moins en vacances en ce moment. Hein. Un petit peu moins. Ouais. Il y a la Macédoine aussi, la Moldavie, l'Azerbaïdjan. Bon, c'est pareil. Hein, je pense. Donc ça, il faut le demander à son assureur. On lui téléphone et on lui demande de vous envoyer cette carte. Et ça va être effectif à partir du 1er avril. Oui. Donc c'est tout ce. C'est-à-dire que moi qui devais avoir mon renouvellement de carte verte là, vous n'aurez pas de nouvelle carte verte. Okay. Alors, juste pour la mesure, elle est vraiment destinée à pousser les gens qui ne sont pas assurés à s'assurer, parce que les contrôles vont être beaucoup plus faciles. C'est quand même une amende de 500 € si vous êtes contrôlé sans assurance. Donc là, ça vaut le coup de vous assurer, en fait, parce que même une assurance de base au tiers va vous coûter moins cher que cette amende que vous allez sans doute... Oui, parce que si vous passez devant un radar automatique, il y en a quelques-uns que vous faites gauler, donc ça va vous coûter 135 €, sauf si vous payez rapidement. Si vous êtes, par exemple, faites flasher sur le... En ville. Il y a des nouveaux radars. Hein. Dans une zone 30, ça va être simple. Mais il y a un radar de temps aussi. Donc vous avez le PV pour l'excès de vitesse et vous aurez le PV pour non-assurance si vous n'êtes pas assuré. Les deux en un seul coup. Allez, boum. Bon, merci beaucoup Cédric Ménager. Merci à vous. Merci vous êtes Cédric. Patron des Furet.com, comparateur d'assurance évidemment sur le net. À suivre, on va rencontrer Philippe qui va nous raconter qu'il a envie d'aller faire une grande balade en France, un peu en hommage à sa femme qui est disparue, mais il a une question bien précise à poser parce qu'il va faire ce voyage au volant d'une Peugeot 205 GTX qui a été immatriculée en 90. Quid des ZFE et de son parcours. À tout de suite avec Philippe. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et dans quelques minutes, dans notre rendez-vous qui prend le volant, ce sera hashtag balance ta caisse, avec une voiture qui a un drôle de nom, mais je ne vous en dis pas plus. Hashtag 3 Pro Plus. Et hashtag balance ta caisse, ça peut le faire, non? Ça pourrait être un début de chronique. Allez, tout de suite, on va accueillir Philippe, d'autant que Philippe, il n'est pas en France, il est en Espagne. Bonjour Philippe. Buenos dias. Buenos dias. Bonjour Dame Laurence, bonjour Monsieur Laurent. Comment ça va? Je peux être indiscrète, Philippe? Oui, allez-y. Que faites-vous en Espagne? Je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant. D'accord. Vous nous appelez parce que vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, donc c'était au sujet des ZFE qui reviennent souvent dans votre émission. Et puis j'ai un voyage de programmé qui me fait faire tout le tour presque de la France, avec des passages dans des villes, selon ma recherche sur Internet, qui sont considérées en zone ZFE. La voiture a 34 ans, va avoir 34 ans au mois d'août, essence, et donc ici comme en France, sans possibilité d'avoir de vignette critère R. Alors, elle est immatriculée en Espagne, votre voiture. Elle est immatriculée en Espagne, ouais. Oui. Alors, je dis pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à l'étranger. Ouais. C'est l'intérêt du numérique, même si vous êtes étranger, que vous voulez venir circuler en France, à Paris pour les Jeux Olympiques par exemple, ce qui serait une grossière erreur puisque vous ne pourrez pas circuler, mais bon, bref, vous êtes tenu quand même d'avoir, même si vous avez une plaque étrangère, une vignette critère si votre voiture est éligible. Bon, dans votre cas, la voiture n'est pas éligible, mais rassurez-vous, on a regardé avec Laurence, j'ai la carte de France, là, voilà, des ZFE, je vous la fais voir, on a regardé avec Laurence votre périple, il n'y a rien de catastrophique dans le sens
France ou dans les villes où vous allez passer, la seule où ça pourrait être un peu touchy, c'est Montpellier. Parce que Montpellier, alors en plus, même si votre voiture était immatriculée en France, elle aurait droit à une carte grise de collection si vous la demandez, puisqu'elle elle a plus de 30 ans. Ah non, elle est en critère en rien. Non, il n'y a pas de vignette critère. Non, il n'y a pas de vignette critère, mais elle pourrait avoir une carte grise de collection si elle était française, enfin immatriculée en France, mais Montpellier n'accorde pas de dérogation pour les véhicules en carte grise de collection. Parce que c'est ça qui est super. Pas gentil. C'est qu'on met en place des ZFE en France, mais il n'y a pas deux endroits où c'est la même chose. Ça, c'est une des grandes stupidités de l'administration française. On fait des règles qui sont différentes. C'est-à-dire que bientôt, ça va être d'un village à l'autre, ça va être une règle complètement différente. Vous allez voir, il y en a, on va circuler à gauche, d'autres, on va circuler à droite, ça va pas tarder. Non, pour dire qu'on marche sur la tête, il n'y a pas que les agriculteurs qui le disent, tous les automobilistes pourraient le dire également. Dans ce pays, on marche sur la tête. Donc vous allez croiser quelques villes qui ont mis en place des ZFE. Je ne sais pas si vous passez à Rouen, mais normalement non. Normalement non. Deauville, tu passes pas par Rouen. Ah, peut-être en montant par Dunkerque. Il y a Reims. Bon, même pas. Parce qu'on fleure Dunkerque, vous passez pas par Rouen. Non, au retour, il y a Lyon. Bon, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. Je vais vous le dire honnêtement. Vous allez passer, même si vous êtes dans une ville où il y a une ZFE stricte. Monsieur Lyon, Paris, les deux où il y a des... Mais je vous conseille pas de passer par Paris, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que je parle à Jean-Luc. Sinon, vous allez être vraiment dégoûté. Mais le soir, il n'y a pas une dérogation de 20h. Ben voilà, donc tu peux passer le soir. Mais pas partout. Même à Montpellier. Mais pas partout, c'est pas les mêmes règles. À Paris, vous avez le droit de circuler entre 20h et 8h du matin avec une voiture qui n'a pas de vignette critère. Mais il y a des villes où c'est pas ça. Donc il faudrait avoir un bottin avec les règlements différents pour chaque ville. C'est du grand n'importe quoi. Si on avait voulu foutre le bordel, je dis les mots comme je les pense, on n'aurait pas fait mieux. On pouvait pas faire mieux. Je peux vous poser une autre question ? Oui. Est-ce que vraiment il a des risques ? Est-ce que vous avez déjà vu ? Ben oui, il n'y a eu aucun PV. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. C'est de la roupie de Sansonnette, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation, hormis il y a certaines opérations pour les médias qui sont... Allez, on va dire 2 fois par an où on arrête une vingtaine de voitures en disant « Ouh, c'est mal, vous allez être verbalisés ». Et en fait, on les laisse partir comme ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de verbalisation. Donc, vous pouvez circuler. Et puis, votre voiture est immatriculée en Espagne. Et si vous faites arrêter par la police, en admettant que vous ayez vraiment pas de chance, mais vraiment pas de chance, vous faites arrêter par la police, vous leur parlez en espagnol en expliquant que vous n'y connaissez rien et de toute façon ils vont vous laisser partir. Non, vous avez aucun risque, vous pouvez vraiment circuler partout. Je l'adore ce garçon. Je parle de Jean-Luc. Pardon de vous interrompre. Le contrôle ne se fait pas par caméra. Non. C'est en prévision. Ça fait un petit moment que je le dis. Le jour où réellement il y a des caméras qui verbalisent les voitures qui n'ont pas la bonne vignette critère. Déjà en région parisienne, il y a 2 voitures sur 3 qui n'ont pas de vignette critère. Donc ça, c'est le premier truc. Mais le jour où il y a des caméras qui verbalisent automatiquement et qu'il y a des personnes qui vont être verbalisées 2, 3, 4, 5 fois par jour, les caméras en question, elles auront une durée de vie de 24 heures. Et puis, Philippe, entre ça nous... va être la révolution s'ils mettent ça en place. Non, puis vous pour votre parcours, Philippe, c'est des petits tronçons que vous faites. Vous n'allez pas traverser pendant 10 heures des choses. Ça va, quoi. Montpellier, il était possible que j'y séjourne. Non, mais vous pouvez y séjourner. Il n'y a aucun. Je vous le dis très honnêtement, il n'y a aucun. En plus, vous avez une plaque d'immatriculation espagnole. Oui, c'est ça. Vous pouvez. Bon, mais en tout cas, Philippe, bonne balade. Je vous dis même. Merci infiniment. Même en admettant, vous avez un accident avec une voiture de police à Montpellier, tiens. Voilà. Et puis on sait que vous faites un tour de France de vos familles pour rendre un peu hommage aussi à votre épouse qui est partie, qui est décédée. Moi, je vous fais plein de gros câlins sincères. Je vous embrasse très fort. Voilà. Et je vous dis, même l'accident avec la voiture de police où il dirait mais vous n'avez pas le droit de circuler, monsieur. Voilà. Et vous lui direz appelez Jean-Luc Moreau. No entiendo. Voilà. On vous embrasse fort. Merci de votre gentillesse, passez de bonnes fêtes de Pâques et surtout restons prudents pour les routiers. Merci Philippe, bonne journée. Merci à vous. Bon week-end de Pâques. À suivre, il y aura la norme anti-pollution Euro 7. Qu'est-ce qui va changer ? Mais juste avant, nous allons prendre le volant. Enfin, c'est surtout l'ami Jean-Luc de la fameuse Smart #3 Pro Plus. On dirait presque un produit d'entretien, ce truc-là. À tout de suite sur Sud Radio. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques.
Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci d'être aussi nombreux également à nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio. Je veux dire bonjour à Sullivan qui est là, Stéphane évidemment, le troisième co-animateur de cette émission. Nous avons aussi Jacques qui est a priori Tiens, il m'a envoyé nouveau. une question, Stéphane. D'ailleurs, oui. On va y répondre. Oui, on va y répondre, Stéphane. On a aussi des petits nouveaux, comme je vous l'ai dit, il y a Jacques. Il y a aussi Pierre que je connaissais pas. Bonjour Pierre. Enfin bonjour tout le monde. Où sont les filles encore ce matin? Les nanas, venez me rejoindre aussi sur Sud Radio. Je me sens un petit peu seule. Alors, l'essai de la semaine. Hashtag. Oui, tout de suite maintenant. C'est maintenant. Après ça. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et ce volant, vous allez le retrouver intégralement sur la page YouTube de Sud Radio où vous êtes déjà plus de 900 000, mais également en partie en extrait sur la page Facebook de Sud Radio maintenant. Alors, la Smart hashtag Pro 3. Tiens, d'ailleurs, Smart Hashtag vient Prout non, hashtag Pro 3. Pro Plus. Hashtag 3 Pro Plus. Ah ouais. C'est des noms très simples. D'ailleurs, cette semaine, Smart vient d'arrêter la production de la Fortwo. Vous savez, la fameuse petite 2 places. Alors, celle-là s'appelle hashtag 3. Il y aura une hashtag 2 qui sera sans doute une 2 places, mais je vous ai rien dit. Alors, désormais, ce sont des SUV 100% électriques. Provisoirement, puisque la petite 2 places arrivera sans doute bientôt. On avait essayé le hashtag 1, hashtag 1, SUV urbain. Voici le hashtag 3. C'est la déclinaison coupée, mais un coupé plus long et plus familial que la version urbaine. Allez comprendre quelque chose. La base est la même, mais la voiture est plus basse, 8 cm. Elle est plus longue de 13 cm. La partie arrière de la voiture reprend les codes stylistiques de Mercedes. C'est normal. Le dessin a été fait chez Mercedes. Longueur 4,40 m. Empattement 3 cm 5 plus long que la hashtag 1. Un coffre qui est pas gigantesque. Vous avez vu, on y accède en appuyant dans le A de Smart. 370 litres, c'est quand même 50 litres de plus que la hashtag 1. Grâce à l'empattement qui est long, les places arrière sont vraiment généreuses. On a une impression d'espace en plus qui est accentuée par un toit panoramique vitré qui est livré en série. La planche de bord reprend le même dessin que celle de la hashtag 1, que j'avais beaucoup aimé, donc forcément, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que l'inspiration est très Apple, c'est moderne, c'est lisible, c'est même ergonomique. La pièce majeure, c'est le grand écran central de 12,8 pouces, de bonne qualité, avec une présentation quand même qui est un peu fouillie. Et puis on s'amusera avec, il y a un petit guépard à droite. Je fais bien le guépard, vous avez vu. Pourquoi ? C'est votre côté félin. C'est pour suggérer la notion de vitesse, parce que cette voiture, eh bien, elle est puissante. En bas de cet écran, il y a des touches tactiles de raccourci pour les fonctions de climatisation ou pour les différents modes de conduite. Il y en a 3. Et puis, on a conservé chez Smart un compteur quand même face au conducteur. Et ça, c'est bien parce que c'est la même base que la Volvo EV30 qu'on a essayé récemment. Et ça posait un problème. Il n'y avait pas de compteur devant le conducteur. On a des petites vitesses au volant, c'est pratique. Les sièges maintiennent bien. La sellerie paraît être en cuir, mais c'est du cuir synthétique. Alors, au volant, on remarque tout de suite que l'amortissement est plus ferme que la hashtag 1. C'est même franchement raide quand on passe sur un ralentisseur. Si vous avez un dentier qui tient pas bien, eh bien voilà, paf, ça y est, il vient de tomber. Au volant, la contrepartie, c'est qu'on a un comportement qui est très plaisant. La voiture vire bien à plat. On maîtrise bien la cavalerie conséquente. En l'occurrence, un moteur électrique de 272 chevaux et 343 Nm de couple. Il est situé sur le train arrière, c'est donc une propulsion. On a des accélérations qui sont canon. 0 à 100 en 5 secondes 8, ça c'était ce que faisaient les Ferrari il y a une quinzaine d'années. Voilà. La voiture, elle est pas trop lourde, alors surtout si on la compare à un véhicule français qu'on a essayé récemment en 100% électrique. Ici, on a une batterie de 66 kWh. Les capacités de recharge sont bonnes. 22 kW en courant alternatif, c'est bien. C'est livré en série, je précise. Et puis 150 kW en courant continu. Ça veut dire qu'on rechargera de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que pendant l'essai, j'ai consommé 15,4 kWh au 100. C'est vraiment très bien. J'ai pas fait d'autoroute à 130, mais j'ai fait 50 km d'autoroute à 110. Et puis une conduite surtout un peu sportive. On peut pas faire les 435 km qui sont revendiqués par Smart, mais j'en ai fait 386.
et c'est déjà pas mal. Cette version Pro Plus, donc avec la grande batterie, 66 kWh, elle est vendue 42 315 €. Il n'y a pas d'option pratiquement sur la voiture. On n'a pas de bonus écologique, hélas, parce que la voiture est fabriquée en Chine, puisque c'est 50-50 entre Mercedes et le groupe Geely. Mais au final, c'est plutôt une bonne surprise, cette hashtag 3. Moi, j'aime bien. Il faudrait juste, monsieur Smart, mettre une suspension un petit peu plus souple et ça serait parfait. Mais j'ai essayé aussi une autre version et ça sera un essai prochainement. C'est la hashtag 3 Brabus et là vous verrez que... Alors, Brabus. Oui, ça envoie du pâté grave le truc. Donc ça sera un essai bientôt. Du pâté de Pâques. Du pâté de Pâques. Ah bah oui, du pâté de Pâques. Voilà. Petit coucou à l'ami Didier en parlant de pâté de Pâques qui se reconnaîtra. 428 chevaux. Vache. Pour une petite... Il n'y a pas besoin de tout ça en fait, si. Si, abondance de biens ne nuit pas, Laurence. Ok, là j'avoue que vous m'avez eu. Allez, merci beaucoup pour ce bel essai de la semaine. Je rappelle à tous que pour découvrir l'essai complet, là on est sur quoi, 12 minutes, 13 minutes? On doit même être sur 13-14. 13-14, ouais, plus... donc il y a beaucoup plus de détails que ce que je vous donne dans l'essai radio. Plus les très très beaux paysages autour, parce que j'ai vu que vous étiez encore dans un endroit un peu magique. Je vous rappelle que la prochaine fois, j'aimerais bien venir avec vous. Et ben vous allez sur la page YouTube de Sud Radio pour cette découvrir semaine, tout j'étais ça. dans un endroit que vous appréciez beaucoup, à Bordeaux, mais c'était très très arrosé, mais pas comme vous l'imaginez. Voilà. Bah, allez, tout de suite, on va en profiter pour parler de la suite de notre rendez-vous. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et nous allons dans quelques instants, ce sera évidemment juste après le journal de midi, parler de recyclage de pneus. Ça, c'est un sujet également qui est plus que d'importance. Mais tout de suite, si on parlait, puisque l'on parle de pollution, de la norme Euro 7. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'environnement avec un spécialiste de l'environnement. Il est avec nous actuellement, Jean-Luc M de Paris de Sud Radio. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour Dame Laurence. Voilà. Alors on parle de la norme anti-pollution Euro 7 et on va voir avec vous tout ce qui va changer. Alors vous savez qu'il y a eu des normes anti-pollution successives qui ont été mises en place. La première s'appelait... La 1. Oui, exactement, c'est bien. Effectivement, c'est la norme. On rappelle, Euro 1. Pour tous ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui se passait, on a des nouveaux conducteurs, on a des jeunes qui viennent de passer le permis. Ce que c'est ces normes et pourquoi faire? Alors, c'est des normes qui mesurent des polluants, en l'occurrence les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures brûlés, les hydrocarbures non méthaniques et les particules. Voilà. Bon, ça, c'était toutes ces normes, évidemment, au fil des ans, se sont durcies. C'est pour ça que les véhicules récents émettent moins que des véhicules anciens. C'est pour ça qu'on a mis en place les fameuses vignettes critères, même si vous savez que sur... Ce qu'on en pense ? Oui, ce qu'on en pense. Vous savez ce que j'en pense, voilà. Les normes. Alors, il y a eu des bizarreries dans ces normes anti-pollution jusqu'à présent. Par exemple, on a toujours permis au diesel d'émettre plus d'oxyde d'azote qu'au véhicule essence, qui était une aberration totale. Aux États-Unis, par exemple, la norme anti-pollution, c'est la même pour tout le monde. Que vous rouliez au gaz, au charbon, à l'essence ou à ce que vous voulez, il y a une norme à respecter, on comprend bien, mais en Europe, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La logique Shadok s'est appliquée, d'autant qu'en plus on s'est rendu compte avec le Dieselgate que les constructeurs arrivaient à tricher, puisqu'il y avait des normes à respecter, et en plus ils avaient des dérogations entre guillemets, c'est-à-dire que en gros dans certains cas de figure ils avaient le droit de pas respecter la norme. D'accord. Bon, ça on a dit avec le non, c'est pas que la France, là c'est l'Europe. Là c'est l'Europe. Donc on a durci petit à petit les normes, on est arrivé à une norme qui s'appelle Euro 6D. Donc pourquoi D? Parce que définitive, parce qu'il y a eu des... Non mais rigolez pas, il y a eu une Euro 6 temp pour temporaire, c'est-à-dire que on n'appliquait pas la totalité de ce qui avait été prévu. C'est fou. Bon, là normalement, on devait passer à Euro 7 en juillet 2025. Il y a eu des tractations entre les constructeurs. Alors je vais vous donner mon avis perso. Je trouve que c'est bien de durcir les normes, mais ça serait mieux de faire respecter les normes aux constructeurs. Voilà. Alors aujourd'hui, on respecte mieux qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, imaginez, tiens, je vous le fais simple, un examen, le bac, on donne à tous les élèves le texte du bac avant. On leur dit, tiens, les réponses, c'est ça. D'accord. Le jour de l'examen, on vous posera les mêmes questions. Ouais. Donc,
c'est facile d'avoir les réponses. Aujourd'hui, on teste vraiment. En gros, les connaissances de ceux qui vont s'inscrire au bac, je transpose la norme. On va tester vraiment sur route, on va tester un peu plus sérieusement les émissions polluantes des véhicules. Donc, il était question de durcir encore cette norme Euro 7. Déjà, elle devait entrer en vigueur en juillet 2025, elle entrera en vigueur en juillet 2030, et il était question de durcir. Par exemple, je vous prends 2 exemples. Sur les oxydes d'azote, il y a 2 gaz dans les oxydes d'azote, il y a le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote. C'est un peu compliqué, mais il y en a un qui est toxique, l'autre pas. Donc il était logique, dans la norme anti-pollution, de mesurer celui qui pose problème, donc celui qui est toxique. Donc on devait mesurer ce gaz-là, ce qui aurait de fait beaucoup désavantagé les diesels à nouveau. Donc on a dit non, finalement, on ne durcit pas les normes d'émission, elles restent telles quelles. On va vérifier de façon un peu plus précise, simplement, que les voitures respectent ces normes. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. J'essaye de faire simple. C'est ce qu'il faut retenir de cette norme Euro 7. Les chiffres ne changent pas, c'est toujours les mêmes valeurs qu'il ne faut pas dépasser, mais par contre, on va mieux vérifier que les véhicules respectent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tester les véhicules dans des conditions climatiques différentes. Pour mémoire, dans les normes précédentes, on avait le droit à basse température de ne pas respecter la norme et à très haute température de ne pas respecter la norme. Bon, ça va être fini. Il faudra à froid respecter, il faudra en charge respecter. Donc, on ne change pas le chiffre, par contre, on durcit les conditions de test. Pour que toutes les voitures, quand on dit elle ne va pas émettre plus que ça, et tiens, je vous prends un autre exemple de choses qui étaient stupides. On avait, avec l'ancienne mesure NEDC des consommations des véhicules, on avait des consommations qui étaient annoncées à 5-6 litres, et dans la réalité, la voiture était plutôt à 8-9. Simplement parce qu'il y avait un vrai décalage entre les normes, la façon dont elles étaient mesurées, et la réalité. Donc Euro 7, première chose, si vous devez retenir un truc, une seule chose, c'est on va mesurer plus finement. Ensuite, il y a des choses nouvelles qui vont être mesurées. On en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. On a parlé des particules qui proviennent des pneus et des freins. Parce que aujourd'hui, les émissions de particules moteurs, en fait, c'est moins que les émissions de freins et les émissions des particules de pneus. Alors quand on dit particules de pneus, c'est l'usure de la route et des pneus. Donc, quand vous dites que c'est moins, c'est que les pneus et l'usure de la route, etc., polluent plus, on émet plus de particules en freinant, en roulant. Alors c'est surtout le freinage qui pose problème plus que les pneumatiques. Alors il y a, évidemment, on a décidé de faire comme d'habitude, de mettre plusieurs normes. On ne devra pas, par exemple, dépasser 3 mg par kilomètre pour les véhicules entièrement électriques, 7 mg par kilomètre pour les moteurs à combustion interne et les véhicules hybrides électriques, et à pile à combustible. Alors déjà là, il y a un truc. Voyez, si j'étais Jean-Luc Moreau, je dirais c'est n'importe quoi, parce que entre une voiture électrique qui est très lourde et une voiture hybride qui est beaucoup moins lourde, la voiture hybride, elle va utiliser également du freinage électrique, donc elle va émettre assez peu de particules de frein. La voiture électrique qui est beaucoup plus lourde, on va sans doute avoir du freinage à friction pour s'arrêter lorsqu'on était à la même vitesse. Même si le moteur électrique est plus puissant et permet une décélération électrique plus importante. Donc on aurait dû garder la même norme pour tout le monde. Les camionnettes auront le droit à 11 mg par kilomètre. Bref. Ça va changer quoi pour moi, automobiliste, ou pour tout ça? Ça va changer rien du tout. Voilà. Si ça va changer quelque chose, c'est que vous allez être mieux informé. Parce que un des buts de la norme Euro 7, c'est aussi de mieux informer les consommateurs. Donc le texte prévoit que chaque véhicule aura ce qu'on appelle un passeport environnemental. Bon, il n'y aura pas un passeport dans la boîte à gants, c'est un truc que vous irez voir sur Internet et vous aurez toutes les caractéristiques de pollution, de consommation, d'émissions du véhicule. Et surtout, ça pourra être mis à jour grâce à on va appeler l'informatique embarquée du véhicule en fonction du vieillissement de la voiture. Et il y a un autre truc. Alors là, ceux qui nous écoutent et qui avaient pas une oreille attentive depuis le départ, mais qui ont tendance à un peu bricoler leur bagnole, là, ça va d'un coup, ils vont tendre l'oreille, ils vont se dire c'est que on ne pourra plus manipuler les systèmes de contrôle des émissions, c'est-à-dire la suppression du FAP. Terminé, l'échappement machin chouette bidule chose terminé, la vanne EGR neutralisée terminé, la nouvelle cartographie moteur avec une puce qui vous permet d'avoir plus de chevaux, tout ça
terminé. Ça veut dire que ces normes, c'est pas simplement pour les constructeurs au moment de la sortie des véhicules neufs, mais ça rentre en jeu dans les CT, dans les contrôles techniques ? Non, ça n'a pas de rapport avec le contrôle technique. Même si le contrôle technique devra vérifier que vous respectez bien cette norme. D'accord, voilà. Parce que si j'enlève mon FAP, il n'y a que au moment où je dois passer au contrôle technique, on va s'en rendre compte. Non, justement. Dans la norme, il est prévu que le constructeur, aujourd'hui, les voitures sont connectées. Toutes les nouvelles voitures seront connectées. C'est 2030, 1er juillet 2030, toutes les nouvelles voitures seront connectées. Et votre véhicule qui dialoguera avec le constructeur, à partir du moment où vous ferez une modification dessus, il le saura. Oh là là là. Voilà. Et comment c'était Big Brother watching you, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Alors vous aurez aussi des informations qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur la durabilité de la batterie, par exemple. Pour les véhicules hybrides ou les véhicules 100% électriques, vous avez une obligation de durée de la batterie qui va être dans cette norme Euro 7, c'est 80% jusqu'à 5 ans ou 100 000 km, 72% 8 ans ou 160 000 km, voilà, je vais arriver à le dire. Et vous pourrez, vous, à partir de votre fameux passeport, vérifier que la batterie elle est bien dans les clous. Sérieux ? Vous savez ce que j'en pense ? Ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Ben non, mais c'est même pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a un moment. Je sais pas. C'est très bien qu'on fasse attention à la planète. Hein. Évidemment, je dis pas le contraire, mais là, je trouve que c'est un ambroglio. J'ai compris, j'ai tout compris. Mais je me dis que si ma voiture, elle parle avec le constructeur et que mais ça, il y a déjà des voitures qui le font depuis un bon moment. Oui, mais si d'un seul coup, j'ai un coup de téléphone en disant, dites donc, vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, on va être fliqué dans tous les sens, quoi. Mais une Tesla, une Tesla, vous risquez pas de modifier l'échappement, clairement, mais. C'est clair. Mais une Tesla, le constructeur, à tout moment, peut même voir ce que vous faites dans votre voiture. Ok. Bon, les filles et les garçons, on enlève les doigts de son nez quand on conduit. C'est pas ça que je pensais. Moi non plus, vous inquiétez pas. Oui, mais on n'a pas tout à fait les mêmes idées tous les deux. 11h47, on est en train de se faire gronder par l'ami Julien qui réalise cette émission parce que, évidemment, on a un petit peu cassé la montre, mais c'est pas grave. À suivre, on aura Benoît qui a fait le 0826 300 300 pour poser une question. Vous pouvez faire comme lui ou nous écrire je participe @sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous avez 3 moyens de pouvoir réagir sur la page Facebook de Sud Radio, soit au 0826 300 300, soit en nous écrivant je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées après votre question que l'on puisse vous rappeler. Et à ce moment de l'émission, on accueille Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous m'entendez, oui ? Oui. Alors vous êtes en train de prendre une carte de fidélité dans l'émission, j'ai l'impression. Malheureusement, oui. C'est la deuxième fois. Non, oui. dites pas malheureusement. La première fois, ça s'est plutôt bien réglé. Vous aviez un problème avec l'équilibrage ou avec. C'était quoi d'ailleurs ? Tiens, parce que vous aviez appelé pour dire que votre Lexus NX300H. C'était l'équilibrage de pneus, effectivement. Ouais, voilà. Le travail était fait n'importe comment. Ouais. Ah bon, voilà. Décidément. Puis là, ça recommence. Et c'est Dominique S qui a réussi à vous débrouiller le truc. Oui, c'est ça. Très bien, c'est parfait. ça. C'est une famille, on parle auto. On va essayer de vous aider pour la suite. On vous écoute. Alors là, votre voiture, je résume un peu parce que sinon on va se faire gronder par le réalisateur. Votre voiture a pris la grêle, c'est ça ? Oui. Ouais, oui. Lors de l'épisode, il y avait un épisode important sur Bordeaux en juin 2022. Ouais. Et ça a été débosselé, mais alors. Il n'y a pas eu que ça, quoi. Il n'y a pas eu que ça, quoi. Racontez-nous. En fait, il y a eu donc beaucoup de voitures ont été touchées par cet épisode, et donc mon assurance il y a une plateforme qui a été expertise sur une plateforme, une structure qui a été montée spécialement avec plusieurs assurances. D'accord. Donc je suis allé là-bas sur les recommandations de l'assurance. Il y a eu une expertise. Il y a eu une première étape de réparation, donc qui consistait uniquement à débosseler la voiture. D'accord. Donc je récupère ensuite, par exemple, le capot n'avait pas été changé parce que lui il était à changer. Il pouvait pas se redresser, c'était voilà. Et donc je récupère la voiture. Donc ça c'était en hiver 2022. Et donc après en hiver 2023, il y a la seconde phase des travaux qui a lieu.
Et je récupère mon véhicule. Là, il y a eu donc peinture. Ils devaient remplacer des pièces, notamment des baguettes, tout ce qui avait été en plastique qui était déformé. Donc je récupère et il y avait notamment une pièce qui n'avait pas été changée. C'est un enjoliveur de pare-brise, donc c'est pas bien grave. Mais surtout, c'est que j'avais signalé auparavant, c'est que le véhicule avait été donc intégralement démonté à l'intérieur pour procéder au débosselage, puisqu'en fait, il devait repousser la tôle. Et lors du remontage, j'ai vu que, en fait, d'une part, ça avait été démonté de façon pas très propre. Il y avait des traces de doigts un peu sur les habillages intérieurs, des habillages clairs. Voilà. Il y avait le ciel de toit qui était mal remonté à l'arrière, puisqu'il était branlant, entre guillemets. Et là, notamment, j'ai vu aussi que mon GPS intérieur ne fonctionnait pas. Je pense qu'ils ont mal remonté. Ça, c'est l'antenne. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est le câble de l'antenne qui a dû être coupé quand ils ont démonté le... Donc, en gros, ils ont fait un boulot de gougnafier, quoi. Exactement. Ils ont fait un travail de cochon. Et ce qu'il y a, c'est que la plateforme, là, aujourd'hui, elle a disparu. Oui. Elle a disparu. Et là, mon assurance me renvoie vers une autre plateforme pour solder mon dossier, entre guillemets. Ouais, alors malheureusement, je ne sais pas comment procéder. Oui, pour m'en sortir le mieux possible. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire constater par un expert, malheureusement, les dégâts, entre guillemets, le fait que l'antenne de GPS soit coupée, parce que ça nécessite de redémonter le ciel de toit. Si vous dites qu'il y a des traces un peu partout, essayez de pas les nettoyer. Et si il y a des gris-gris qui se baladent dans toute la voiture, parce que l'avantage justement des Lexus, c'est que c'est des voitures, même avec du kilométrage, il n'y a jamais de bruit de mobilier. Qu'est-ce que vous appelez du bruit de mobilier ? Des cris. Quand on passe une saignée, une bouche d'égout, des choses comme ça fait un petit bruit désagréable. Ouais. Vous avez toujours des gris-gris dans la voiture quand ça commence à vieillir. Une fois qu'on les a repérés, en plus, on n'entend plus que ça. Donc malheureusement, votre seule solution, c'est ça. Ça veut dire en plus que... Est-ce que votre assurance est consciente que le travail a été mal fait, ou est-ce que vous les avez prévenus que le travail a été mal fait déjà ? Oui, j'ai prévenu l'assurance avant la deuxième phase des travaux et aussi l'expert. Ouais. D'accord. Et eux, ils en disent quoi ? Pas grand-chose. Ils s'en fichent, oui. C'est-à-dire, tant que vous leur mettrez pas soit un avocat derrière, soit effectivement une expertise, mais ils vont demander une expertise contradictoire. Le problème, c'est que dans quel état était la voiture avant ? Ils vont vous dire oui, mais il n'y a rien qui prouve que ces bruits-là n'existaient pas avant. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais il faut faire de toute façon faire expertiser le véhicule. Par un huissier externe ? Par un expert externe ? Oui. Même si ça coûte 1 000 €? Non, ça coûte pas 1 000 €. Ça coûte cher. Non, ça coûte pas 1 000 €. Ça coûte pas 1 000 €. Vous pouvez prendre contact. Alors, faut regarder le tarif des experts est malheureusement libre. Voilà. Moi, je n'aime pas payer. Donc, mais il y a vous pouvez faire une expertise. C'est pas très compliqué dans votre cas. Ça peut vous coûter 250 €. D'accord. Bon, alors, il faut faire une expertise pour Benoît. Faites une expertise. Une fois que vous aurez l'expertise en main, vous transmettez ça à votre assureur en disant voilà, j'ai fait expertiser mon véhicule. Il s'avère qu'il y a eu des garnitures mal démontées, mal remontées. Mon GPS ne fonctionne plus. Voilà. Donc, je demande à ce que tout soit remis en état d'origine. J'ai la liste de tout ce qui va pas. Vous allez voir ce que vont vous répondre. Il y aura sans doute une deuxième expertise contradictoire cette fois. Ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple. Mais ça va pas être simple. On va continuer. Benoît, on va faire comme avec Dominique S la dernière fois. Moi, je vais voir de mon côté avec un cabinet d'expertise comment ça peut se gérer. Et puis je reviens vers vous. Ok. Donc en fait, dans l'immédiat, j'ai intérêt à temporiser par rapport à la remise du véhicule. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est hors antenne, parce que là, malheureusement, il y a l'info et midi, on n'a pas le droit. Je vous envoie un petit mail, Benoît. On fait tout ça hors antenne, Benoît, mais on s'occupe de vous. Vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Et elles sont propres en plus ce matin. Allez, à suivre le retour de l'info très rapidement, et puis on parle pneus juste derrière. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et au programme de notre deuxième heure, on va se faire plaisir, on va se faire du bien également. 93% des Français ne s'imaginent pas sans voiture, l'ami Jean-Luc. Oui, à commencer par moi. Et moi aussi, voilà. D'ailleurs. Et il y en a même un quart d'entre eux qui entretiennent un lien presque affectif avec la voiture. Avec sur Titine. Voilà. Mais on va chercher Titine. Mais c'est vrai que moi, quand je passe, j'ai un gant en microfibre, et quand je le passe sur la carrosserie de certaines de mes voitures, il y a un petit côté, il y a quelque chose d'un peu presque érotique, voyez-vous. D'accord, ok. En même temps, elle a de jolies formes. Elles ont de jolies formes, vos voitures. Hein. On va parler aussi d'un grand nom, puisqu'on parle de belles voitures, Marcello Gandini. Et qui a signé, une idée de cadeau d'anniversaire pour Jean-Luc Moreau. Ouais, c'est ça. Plus une Mura même. Une Mura, oui, c'est vrai. Moi, j'aimais bien la Countach à l'époque. Je trouvais qu'elle était. Quelques chefs-d'œuvre. Il est décédé il y a une quinzaine de jours, donc on parlera de lui. On parlera aussi de son concurrent direct, Giorgetto Giugiaro, et vous savez pourquoi? Parce que hier, il y a une voiture, alors que tout le monde connaît, qui a fêté ses 50 ans. C'est la Volkswagen Go le Feu. La quoi? La Golf. Ah, la Go le Feu. Et vous avez une super diction. Comment il s'appelle, le mec qui a signé la Golf? Giorgetto Giugiaro. Oh, la diction à l'italienne du garçon, quoi. Moro, tu te crois que vient d'où mon nom? Nous allons parler tout de suite, d'ailleurs. On va vous donner la parole. Il y a Julien, qui est notre nouveau réalisateur depuis le mois de septembre. Il se dit, mais je suis tombé où, là? Je suis tombé chez les dingues. C'est qui ces gens? On va parler de pneus, évidemment, tout de suite. Allez, on commence comme ça, on parle sérieux un peu. Un peu. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. T'as vu, Julien, les boomers, ils sont encore drôles, ils sont sympas, les boomers. Vous savez pourquoi on nous appelle les boomers, notre génération, l'ami Jean-Luc? C'est parce qu'il y avait des haut-parleurs de basse dans les voitures, non? Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que nous sommes la génération qui faisait des booms. On sortait le soir, on faisait des booms, on allait danser. C'était pas les surprises parties de nos parents. Nous, on allait en boom le samedi soir quand les copains. Ouais, j'ai appris ça. Bon, allez, on va accueillir tout de suite Hervé Domas, qui est directeur général d'Aliapur. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Êtes-vous boomer? Je le crains. Bon, le 18 mars, c'était la journée mondiale du recyclage. Aliapur a évidemment une grosse importance dans le recyclage des pneumatiques. Expliquez-nous déjà ce que c'est qu'Aliapur et depuis combien de temps ça existe? Alors Aliapur, même si son directeur est boomer, Aliapur a 20 ans cette année. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la même génération. L'entreprise a été créée donc en 2003 par les plus gros manufacturiers de pneumatiques. J'ai 5 actionnaires qui sont Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin et Pirelli, et qui ont décidé de créer cette entreprise afin de collecter les pneus usagés en France et de les recycler. D'accord. Bon, ça se recycle bien, les pneus. À part ceux qu'on met devant les préfectures là pour les recycler en y mettant le feu, ou comme je disais en début d'émission, les pneus que Laurence met dans son jardin pour faire des puits avec des petits nains. Pas du tout. Alors c'est pas du tout mon côté. Non, pas du tout. Ça, c'était Mamie Simone qui faisait ça. Non, mais est-ce que le recyclage des pneus est une filière efficace? C'est peut-être la filière de récupération de déchets efficace en France, puisque depuis 2003, chaque année, cette filière collecte l'intégralité des pneus qui ont été mis sur le marché, voire souvent un peu plus que l'intégralité, puisqu'il y a toujours quelques gens indélicats qu'on appelle les fraudeurs et qui ne payent pas l'éco-contribution, mais pour lesquels mes actionnaires ont décidé que nous collecterions malgré tout les pneus parce qu'il est impossible de prendre le risque de les voir s'égayer dans la nature. Ouais, Hervé Domas, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avec une éco-contribution, quand on achète un pneu neuf, on paye déjà le recyclage. Oui, bien sûr. Cette charge économique qui pèse sur les épaules des producteurs de pneumatiques, elle est tout à fait logiquement répercutée dans le prix du pneu. Alors les consommateurs ne s'en aperçoivent pas en France, parce qu'à la différence des autres pays, la réglementation ne prévoit pas que cette ligne qui indique que ce produit sera recyclé en fin de vie apparaisse sur la facture. Et pourquoi? Voilà, c'est dommage.
C'est dommage. Écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe. C'est parce qu'en France, on sait mieux que tout le monde, donc il n'y a pas besoin de l'écrire, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que ce pays marche mieux que les autres. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces pneus ? Alors écoutez, ils deviennent d'abord et avant tout, il y en a 15% qui continuent à être des pneus, si je puis dire. On prolonge leur vie parce qu'ils ont été abandonnés par leurs propriétaires alors qu'ils ne sont pas complètement usés. Donc ces pneus peuvent être revendus sur un marché de l'occasion. Et puis pour d'autres pneus, principalement les poids lourds aujourd'hui, ils vont naturellement être rechappés. Voilà, ce qui est une excellente façon de maximiser la durée de vie d'un pneumatique, puisque sa carcasse permet d'avoir plusieurs vies, et le rechappage est une technologie à privilégier. D'accord. Et les autres pneus, puisque là vous nous dites il y a 15%. Pour les 85% restants, une partie d'entre eux va être granulée, réduite en tout petits morceaux, et cette technologie est là pour objectif de séparer les différents éléments du pneu, le textile d'une part, l'acier et le caoutchouc. Et ce caoutchouc, sous forme de ces petits granulats, il pourrait être utilisé par des industriels qui fabriquent des objets moulés et qui utilisent le caoutchouc principalement pour ses capacités amortissantes. Mmh. On brûle dans les cimenteries aussi. Voilà, pour le solde qui n'est pas utilisé de ces façons, ça fait un excellent combustible en cimenterie, et nous arrivons à aider l'industrie cimentière à sortir des combustibles fossiles en utilisant un certain nombre de déchets qui ont un très bon pouvoir calorifique. C'est top, hein. Mais Hervé Domas, alors je sais qu'il y a une grosse difficulté, on va imaginer qu'un pneu c'est un gâteau avec plein d'ingrédients, que c'est cuit, etc. Est-ce qu'on ne peut pas extraire la farine, les œufs, le beurre pour refabriquer d'autres gâteaux ? Alors, en clair, est-ce qu'on peut séparer les éléments pour refaire des nouveaux pneus avec les anciens pneus ? C'est ça, c'est un objectif que poursuivent assidûment les fabricants de pneumatiques depuis maintenant, je dirais, une dizaine d'années au moins. C'est extrêmement compliqué. Mais enfin, le pneu est un objet d'une très grande technologie, donc les services de recherche et développement de ces grands groupes vont finir par y arriver, et je pense qu'on est très proche de la solution. Ce qui veut dire que dans quelques temps, on achètera un pneu neuf dans lequel il y aura 10, 15, 20% de matière qui aura été extraite d'un pneu usagé. Est-ce que l'univers du pneu fait partie du coup carrément vous l'avez dit en début, mais vous êtes carrément l'un des plus vertueux, si ce n'est le plus vertueux aujourd'hui. Il y a une telle remise en question du pneu. Enfin, moi, je me souviens des décharges de mon enfance où il y avait des pneus partout. C'est fini. Il n'y a plus de décharges sauvages aujourd'hui, c'est terminé. Bravo, chapeau. Alors, il y a plus ce qu'on appelait les stocks orphelins ou historiques. Ils ont été nettoyés et l'opération s'est terminée en 2018. Les manufacturiers, les constructeurs automobiles, les plus grands acteurs de la distribution avaient décidé de s'unir pour aller nettoyer ces différents stocks disgracieux et potentiellement dangereux. Et cette opération est terminée. Donc aujourd'hui, il peut rester de temps en temps, non pas des gros stocks historiques, mais des petits dépôts sauvages qui sont le plus souvent le résultat de gens qui travaillent dans l'illégalité et qui ont créé une activité d'entretien automobile non déclarée. Et bien sûr, ces gens-là ne nous demandent pas de venir collecter les pneus, mais ils les jettent dans la forêt la plus proche. Ouais. Et puis, ils ont bien raison de le faire finalement, puisque la réglementation prévoit qu'Aliapur est obligé d'aller chercher ces pneus et de les collecter. D'accord. Donc il y a toujours un imbécile qui paye finalement. Ouais. Est-ce que justement un professionnel a l'obligation de récupérer les pneus ? Si moi par exemple j'ai un stock de vieux pneus à la maison, est-ce que je peux les porter chez un professionnel ? Alors c'est possible depuis le 1er janvier de cette année. C'était pas le cas. C'est récent. Pas le cas jusqu'à maintenant, c'est tout à fait récent. Il y a une disposition réglementaire qui a été introduite et qui prévoit que les professionnels de l'automobile récupère les pneus des particuliers, alors dans la limite de 8 pneus par foyer par an. D'accord. Je c'est déjà pas mal. Les professionnels
se dotent de fichiers Excel pour suivre ça, et je pense qu'ils vont le faire plutôt de manière intelligente. En tout cas, bravo, hein, vraiment, bravo. Moi, je suis très fier de vous. Bon, on espère que vous pourrez, d'ici l'été, recycler les pneus au-dessus des maillots de bain, pour qu'ils disparaissent. Je peux venir vite. Je viendrai bien très vite. Merci en tout cas, Hervé Domas, directeur général d'Alia Pure. On voit que finalement, c'est assez vertueux. Ouais. Et je vous souhaite le domaine du pneu. C'est vraiment bien. Puis franchement, joli. Et on vous souhaite un joli week-end pascal, monsieur Domas. Merci à vous tous. Allez, dans quelques instants, on va retrouver Carole au 0826 300 300 parce que elle voudrait poser une question. Je crois même qu'on a des images que vous pourrez suivre sur la page Facebook de Sud Radio. Elle s'intéresse à un véhicule qui est extrêmement rare en France. On en parlera. Et puis, juste après, on parlera de Marcello Gandini, qui a entre autres signé des Lamborghini, mais pas seulement, puisqu'on fête un anniversaire aussi le concernant. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et si l'on vous dit Lamborghini Diablo ou encore la Lancia Stratos ou l'Alfa Romeo Montréal, etc., eh bien, on va parler d'un des plus grands noms du design pour Jean-Luc M de Paris, voilà. Qui lui-même est un baby boomer, parce qu'on vient d'aller chercher plein d'informations au sujet des fameuses générations. Non, restez avec nous parce qu'on va parler de cet homme, Marcello Gandini, dans quelques minutes. Mais ce sera juste après avoir accueilli Carole au 0826 300 300. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Bonjour à vous, bonjour. Oh là là Carole, vous avez quoi, un haut-parleur avec vous? Vous êtes Pas du tout. Vous êtes chez vous, dans une grotte? Je suis dans un camion, je suis arrêtée, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez enlever votre téléphone du camion et le mettre à votre oreille, parce que le son est vraiment... Non mais il est à mon oreille. Ah bon, alors il va falloir vous faire offrir un autre téléphone. C'est pas grave. C'est plutôt offrir une voiture qu'un téléphone. Bon, on va essayer de bien vous écouter. Voilà, donc moi j'avais posé une question au sujet d'un modèle de Toyota. Aujourd'hui je roule en Land Cruiser, j'en suis très contente. Ouais. C'est un véhicule qui commence à avoir quelques années et quelques kilomètres. Il était avant 2000 et il a 370 000, donc je cherchais à changer et je suis tombée sur le modèle FJ Cruiser, donc que je connais pas du tout et bon, sur lequel j'aurais aimé avoir un peu d'informations sur. Et que moi je connais bien en plus, parce que j'ai fait pas mal de kilomètres. Alors c'est un modèle qui est extrêmement rare en France. Ouais. J'ai dû en croiser 10 depuis. J'ai quelques images d'ailleurs d'un modèle que moi j'avais essayé. Alors il a un look un peu rétro, le FJ Cruiser. Ouais, moi j'adore. Mais moi aussi j'adore. Alors pour ceux qui écoutent Sud Radio au volant de la voiture, vous ne pouvez pas voir les images, mais vous viendrez voir le replay de l'émission. Voilà, après. Vous verrez le replay, comme ça vous aurez. C'est un gros 4x4. C'est un gros 4x4. Voilà, avec un gros moteur à essence. C'est un V6 de 4 litres. Alors il y a eu deux versions de ce V6. Ça doit envoyer du pâté, non? Ouais, on avait 242 chevaux et ensuite 262 chevaux. Et là, j'avais essayé, en fait, qu'on voit sur les images, parce qu'il est écrit Flex Fuel Car. En fait, il y a eu des modèles qui ont été équipés pour rouler au E85. Alors, c'était des modèles qui étaient importés au compte-gouttes. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, déjà, Carole, de vouloir un FJ Cruiser, tiens? Alors moi, déjà, je suis fan de Toyota parce que c'est des véhicules très fiables et moi je tracte souvent des chevaux, donc je mets beaucoup de poids derrière. Vous êtes routière, Carole, vous êtes une routière? Non, mais des chevaux. Ah, des vrais chevaux. Des chevaux. Oui, des vrais. Donc là, vous êtes dans le camion qui tracte les chevaux. J'en ai 4 derrière moi. D'accord. Et donc moi, je recherchais en fait plutôt un Land Cruiser plus récent pour changer le mien, et je suis tombée un peu par hasard sur ce véhicule. Et je me suis dit, tiens, bon, il est sympa. Déjà, j'ai trouvé le look très sympa. Et Toyota, j'ai regardé les avis, tout le monde disait que c'était extrêmement fiable, etc. Mais très peu distribué en France. Donc la question était un peu pour en termes de réparation, ce genre de choses. Est-ce que c'est réparation? Je pense que vous pouvez passer à travers les murs déjà, tellement c'est costaud. Réparation, fiabilité. Alors aux États-Unis, il y a des exemples de ce modèle qui dépassent les 500 000 km. Alors bon, vous voyez, ça vous laisse un peu de marge. Il y a
Alors il y a deux options. Vous avez soit une boîte mécanique, à ce moment-là c'est un 4x4 permanent, soit une boîte automatique 5 vitesses où il est 4x4 à la demande. Dans votre cas, si vous tractez, alors vous tractez un vent, c'est ça ? Oui, je tracte un vent. Avec combien Le Mistral ou le... Pardon. Alors aujourd'hui, j'ai 2 chevaux. 2 chevaux. Vous avez quoi ? Il pèse combien votre vent avec j'allais dire les bourriques dedans, mais non, avec les chevaux dedans. L'ami Jean-Luc. Non, mais Carole, on va se mettre à 2 sur lui, là. Pas de problème. C'est un vent, déjà, ce qu'on appelle des vents obliques, donc qui sont assez lourds. Et je mets 2 grands chevaux d'1m80. C'est du sel français ? C'est du sel français, oui. Mais allez, du gros format. Parce que ça tracte. Ouais, ça tracte. Mais lui, il connaît que les chevaux du moteur. Nous, on connaît les vrais. Ça tracte 2300 kilos, un FJ Cruiser. Ouais. Donc ça laisse un peu de marge quand même. Ça laisse de la marge. Ouais, parce qu'un cheval, même s'ils sont gros, ça fait quoi, 500, 600 kilos. Voilà, c'est entre 600. Il y a du matériel, ce genre de choses, mais voilà. Un vent avec 2 chevaux, il y a 0 problème. Le seul vrai problème qu'il y aura, c'est que quand vous allez faire le plein, vous aurez l'impression que vous avez un réservoir percé, parce que ça consomme déjà 15 litres. Quand ça roule sans tracter, et en tractant vous allez être à 25 litres. Et le prix ? On envoie au GPL, il y a des annonces où ils sont au GPL. Si vous en trouvez un GPL, c'est bien. Si vous en trouvez un encore plus rare, comme moi j'avais E85, c'est bien aussi, mais il faut pas le prendre purement essence. Le souci avec cette voiture, c'est qu'elle a été arrêtée, déjà la production s'est arrêtée, ça fait plus de 10 ans, donc c'est que des modèles d'occasion, parfois fortement kilométrés. On voit dans les annonces des véhicules qui ont 300 000 km et qui valent encore 25 000 euros. Parce que, Mais le Land Cruiser fait partie de ces véhicules aussi. J'ai du mal à trouver parce que le mien il a 370 000 et aujourd'hui pour trouver un plus récent avec moins de kilomètres, il faut vraiment se saigner. Et ça que j'étais tombée sur une annonce, après je suis pas allée au bout, j'attendais de vous avoir. Appelez vite parce que d'abord c'est rare. Il était à quel prix ? Il est à 21 500 et 150 000 km. Il vient juste rôder, donc dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'appeler. Dépêchez-vous d'appeler. Carole, un gros bisou. C'est très confortable en plus. Voilà, c'est ce que j'avais lu. Voilà, confort de conduite. C'est très confortable. Carole, un bisou. Moi j'adore cette voiture. Une caresse sur le chanfrein de vos bébés derrière, et puis grand plaisir. Et puis envoyez-nous des photos des chevaux là sur la page Facebook de Sud Radio ou je participe @sudradio.fr et de la future voiture que vous allez vous acheter. On vous embrasse très fort. Allez, salut Carole. À suivre. Allez, on va parler de Marcello Gandini. On va parler bonheur aussi. Alors là aussi, il y a du chevaux, mais sous le capot, mon gars, des voitures dont on va évoquer l'existence. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et juste avant de parler de Classic Cars, j'avais lancé un petit appel en début d'émission pour la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes toujours aussi nombreux, ça nous fait vraiment toujours plaisir. Beaucoup d'hommes. Je disais, les filles, vous êtes où ? Il y a Brigitte qui est arrivée, il y a Carole qui nous dit coucou à tous. Voilà, ça y est, les nanas commencent à arriver aussi. Janine aussi qui dit bonjour les amis, etc. Alors on va parler d'un homme qui nous a quittés là, au mois de mars de cette année. Il s'agit de Marcello Gandini avec Stéphane Schlesinger qu'on a souvent... Schlesinger. Mais non, il n'y a pas de U. Si, mais... Non, tu l'as pas mis. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on dit Schlesinger. Bon, moi je dis Schlesinger, oui. Ouais, mais il n'y a pas de U. Il y a GE. Moi, à l'école, on m'a dit que GE, ça faisait jeu. Vous êtes journaliste. Là, il faudrait dire Schlesinger, alors. Vous avez raison, ça fait un peu moins sympa. En tout cas, vous êtes journaliste auto. Bonjour Stéphane. J'essaye. Voilà. Et j'ai demandé à Stéphane d'être avec nous pour qu'il fasse le méchant. Parce que vous savez, il y a toujours un gentil. C'est moi le gentil. Et Stéphane va faire le méchant. Et moi, je compte les points, c'est ça ? Voilà. Non. Mais alors, moi, pour vous parler de Marcello Gandini, alors j'ai fait un petit florilège d'images. Qu'on va voir sur la page Facebook ? Que ceux qui sont sur Facebook vont pouvoir voir. Il y a quelques voitures, alors dont j'ai rêvé, parce que Gandini, il a signé quelques chefs-d'œuvre.
au rang desquels, pour moi, la plus... Alors ça, c'est une Alfa Scarabeo. Ouais. C'est un concept. Mais ça, par exemple, voilà. Là, on a la Lamborghini Miura. Elle est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles voitures du monde. Même s'il y a des choses à dire en termes de conduite, c'est un petit peu décevant parfois, ça reste une des plus belles voitures du monde. Il a aussi signé la Lamborghini Countach. Moi j'adorais cette voiture. On dit Countach en italien. C'est une expression piémontaise qui veut dire... Excusez-moi, pardon. Elle avait un arrière, cette Countach. Countach, ça veut dire Fustra, en gros. Et ça veut dire quoi, Fustra? Fustra, c'est oh là là, c'est ça. Ben oui. Ça veut dire oh là là. C'est une exclamation. Oh là là. C'est Fustra, voilà. Là, la LP 400 qu'on voit là, il a signé encore. Je vais aller un peu plus vite. La Diablo, la Lancia Stratos, l'Alfa Romeo Montréal, la Bugatti EB110. Bref, quelques chefs-d'œuvre automobiles. Il faut lui rendre hommage pour ça. Je prends la parole juste parce qu'il y a des gens qui écoutent la radio avec une radio, qui n'ont pas les images. C'était sur la page Facebook de Sud Radio. Si vous voulez les voir, rendez-vous sur le replay que vous trouverez sur le site de Sud Radio ou sur YouTube. Voilà. Et là, Stéphane nous rajoute, oui, mais il a fait des belles voitures, mais ça, c'était avant. Oui, absolument. Et déjà, même avant, quand on parle de la Miura, il faut reconnaître un truc, c'est que le travail avait été commencé, et largement commencé, par Giugiaro. Bon. Alors après, Giugiaro a dit, oui, d'accord, c'est Gondini qui a terminé, mais enfin, il avait quand même bien commencé avant. Donc voilà, pareil pour le B110, Gondini avait commencé à travailler dessus, mais il n'a pas fini. C'était le cousin d'Artioli, donc le recréateur de Bugatti, qui a terminé le B110. Bon, il a signé quand même, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de voitures qu'on lui offre, mais c'est pas lui qui a fait complètement les... Il n'a pas fait la totalité de certaines. Oui. Par exemple, celle qu'on voit là, la 6 états Marauder, là, ça c'est lui, mais celle qu'on avait vue juste avant, c'était pas totalement lui. La Diablo de chez Lamborghini, c'était pas totalement lui. Bon, bref, il a quand même fait des beaux chefs-d'œuvre, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a fait des voitures un peu plus normales, et puis c'est raté quelques fois aussi. Lesquelles? La Fiat. Alors on va les voir. Tiens, la R5 Turbo. R5 Turbo, Gandini. Ok. L'intérieur uniquement. Mais c'est ce qu'on voit de la Turbo. Oui, voilà. La Super 5. Gandini. Oui, la Super 5, c'est Gandini, oui. Voilà. Parce que Gandini avait beau être italien, il avait quand même de bonnes relations avec Renault. Et c'est lui qui a été choisi contre beaucoup de designers internes à Renault pour c'est sa maquette en tous les cas qui a été sélectionnée pour la Super 5. Ouais. Et la Super 5 était très sympa. La Fiat Uno. Mais la Fiat Uno c'est pas lui. Non, on l'avait dans les images. La BM du tout Gandini. La BM série 5. La BX La BX de Citroën. Ouais. La série 5 en partie. Il a effectivement créé le concept Garmisch qui a donné lieu à la série 5, mais qui a été fini par, je crois, Paul Bracq. Et oui, la BX. Alors la BX, oui, c'est Gandini. C'est une évolution c'était une époque où Gandini, tournait un peu en rond en fait. Il a connu une décennie fascinante, fabuleuse de créativité. Bon, je fais le méchant, mais je suis un peu gentil aussi quand même, vous avez vu. Entre 65 et 75, après 75, c'est plus tellement... Il tourne un peu en rond en fait. Il a créé en 77 le concept, Ascot pour Jaguar. Qui était bien raté, faut l'avouer. Moi, je trouve qu'il était très moche. Ça faisait pas du tout Jaguar. C'était une croûte, à mon avis. Non, mais moi qui suis un fan moi qui suis un amoureux de la Type E, quand je vois l'Ascot à côté, voilà. Bon, après, la BX, c'était original. On peut pas dire que c'était une belle voiture. Elle était originale. Moi, j'en ai une. C'était une très bonne voiture, ça n'empêche pas. Mais voilà, la BX dérive directement de l'Ascot. En fait, en matière d'esthétique, je veux dire. Et c'est sorti en 82. Mais déjà en 82, moi je me rappelle que c'était sorti, ça faisait original, effectivement, mais on peut pas dire que ça ait fait très moderne. Moi je me rappelle en 82, il y a eu d'autres voitures qui sont sorties exactement en même temps que la BX. Je pense à l'Audi 100 C3. Ouais, l'Audi 100 qui était très aérodynamique et c'est vrai qu'il faisait moderne par rapport à une BX. Moi je l'ai eu tard ma BX. Je l'ai eu d'occasion dans les années 90. Ou même la Ford Sierra, qui était très originale aussi, beaucoup plus que la BX, et très fluide. Voilà, et en face de ça, la BX, ça faisait moderne,
moderne, mais sans plus. Moi, je dirais même presque un petit peu vieillotte quand elle est sortie en 82. Stéphane Schlesinger. Schlesinger. Ben non, ça me fait penser à la chanson, tu sais, de Maman de Woolsey. Vous qui êtes journaliste auto également, entre autres chez Caradisiac, mais pas seulement, est-ce que des personnalités comme Marcello Gandini, on en verra de moins en moins parce que les voitures se ressemblent de plus en plus? On n'en verra plus. Enfin, je sais pas. Après, on verra ce que l'avenir dira. Mais les constructeurs ont largement rapatrié tout le travail de design. Ils font de moins en moins appel, ou même quasiment plus appel à des maisons extérieures, ou des consultants extérieurs, comme Gandini, ce qui était devenu. Il y a encore Pininfarina pour Ferrari, quand même. Il ne travaille plus pour Ferrari, terminé. Ouais. Non, c'est pour en même temps, quand on voit ce que fait Pininfarina, je dis ça, c'est rien. C'est un peu triste, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, Stéphane. Je voulais juste, parce qu'on va en parler un peu plus la semaine prochaine, que, on va dire que le concurrent, entre guillemets, de Gandini, c'était Giorgetto Giugiaro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et hier, la Golf fêtait ses 50 ans. On va revenir dessus la semaine prochaine. La Golf, c'est 37 millions d'exemplaires produits. Et c'est vrai que la Golf 1, ça a été une voiture mythique, d'autant qu'en 76, il y a une version qui est sortie qui nous a tous fait rêver quand on a eu notre permis de conduire. Je vais vous laisser le dire, Stéphane. C'est la Golf GTI. Ouais. Non mais bon, voilà. Je suis triste pour les gamins de 18 ans d'aujourd'hui qui peuvent pas vivre cette folie de la Golf GTI. Je vous taquine, les gars. Et ensuite la 205 GTI. Moi j'ai eu une 205. Moi c'était la 205. C'est 2 mythes sur roue. Ouais. On vous Tesla maintenant. Ouais. Stéphane, on vous embrasse fort. Merci Stéphane. Moi aussi. Et joyeux week-end Pascal. Voilà. Très bien, de même. Belle cloche à vous, pas que. Allez, à suivre, dernière pause. Ah non, pas tout. Bah si, dernière pause. Et puis, on va parler de cette actualité. Des Français qui aiment la bagnole. 13 Français, 93% des Français qui adorent la bagnole. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'écouter Sud Radio. Je rappelle que vous êtes plus de 900 000, en tout cas rien que sur YouTube. Ça nous fait plaisir. Dans quelques instants, on va accueillir Pierre qui projette d'acheter une voiture avec un budget de 15 000 €. Mais pour l'heure, comme Pierre, on est nombreux à adorer la voiture. On accueille principalement sur Sud Radio, radio de l'auto. Voilà. Et la seule radio qui fait une émission de 2 heures sur la bagnole, qui parle pneus et tout et tout. Carlos Gomez, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Patron et cofondateur de Cosmobilis Group. Un nom sur Cosmobilis? Un mot, pardon? Un nom. Écoutez, c'est un groupe qui est assez récent parce qu'on l'a constitué en 2021, mais qui regroupe en fait des belles briques concernant l'automobile. Donc Banacar, un distributeur qui est le premier en Europe, Doussoud, premier groupe français, un loueur courte durée au car, un Voiture Simone qui est une société qui se dédie au permis de conduite digital, Marcel, donc voilà. Donc c'est un écosystème constitué de plein d'entreprises, toutes vouées à l'automobile et à l'automobilité. Bon, vous avez fait le premier observatoire de l'automobilité, on l'appelle comme ça, et avec des résultats, alors qui nous font plaisir, mais qui dans une mairie pas très loin d'ici doivent faire grincer des dents. Il en ressort que 93% des Français ne s'imaginent pas sans voiture. Et quand on regarde dans le détail, vous avez demandé aux gens quels étaient les apprentissages incontournables. Et c'est surprenant. Alors, le premier truc, c'est de savoir nager, c'est ça? Oui, tout à fait. Et en deuxième... Et en deuxième, c'est savoir conduire. C'est quand même incroyable. Tout à fait. Oui, tout à fait. Écoutez, d'abord, je voudrais contextualiser cet observatoire. En fait, nous sommes une société qui facture plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a 4500 collaborateurs, et comme je l'ai dit, on a une passion qui est l'automobile. Et donc, nous, on a des convictions comme entrepreneurs, donc on a cette conviction que l'automobile restera
central dans l'automobilité pour les années à venir. Mais en fait, tout le monde parle d'automobile, mais nous, ça nous manquait de donner la parole aux Français et aux citoyens. Et en fait, on a trouvé le partenaire idéal dans l'Obsoco, qui est l'Observatoire de Société et Consommation, qu'il ne faut plus présenter parce que c'est un observatoire d'une énorme réputation et crédibilité. Et nous avons interviewé 4000 Français. Partout sur le territoire. Sur tout le territoire français. Partout sur le territoire, Super. de 16 à 75 ans, Très bien. du 11 au 26 octobre. Et donc, les résultats, moi, ne m'ont pas surpris, mais sont accablants, puisqu'en fait, comme vous le dites, 7 Français sur 10 estiment qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture. 92% des personnes interrogées jugent le permis indispensable. Et comme vous l'avez dit, il arrive en deuxième dans les activités qu'il faut faire apprendre aux enfants jusqu'après le savoir nager. Et devant savoir faire du vélo. Voilà, bon, donc... et devant savoir faire du vélo. Donc ça n'a pas surpris, oui. Oui, il y a quelque chose, moi, qui me surprend encore plus, c'est que vous dites que, alors pour 67% des Français, c'est un objet comme un autre, un véhicule, mais pour une grande proportion de la population, c'est pas seulement un objet. Pour 35%, c'est leur investissement le plus précieux. 29% l'objet auquel ils tiennent le plus, 25% leur meilleur ami, 25% une passion, et même 23% presque un membre de la famille. Donc il y en a qui dorment dans leur voiture ou avec leur voiture. Mais je crois que ça s'explique socialement, je ne dis pas de bêtises, Carlos Gomez, ça s'explique dans l'histoire du pays également. Les premières voitures sont arrivées auprès du grand public au moment des fameuses congés de 1936. La voiture a tout de suite été un symbole de liberté et de pouvoir se déplacer. Après, c'est devenu un symbole de pouvoir aller travailler. Donc c'est vraiment très historique dans la culture française. Je vais vous raconter quelque chose. Asseyez-vous parce que je pense que vous allez tous tomber de votre siège. On a Anne H, qui habite de Paris, pas loin, avec qui j'avais pris un petit déjeuner, qui m'a raconté que quand elle était petite, pour son papa, la voiture c'était un membre de la famille et que c'est un objet sacré. Bon, elle a oublié son passé, c'est ça le problème. Ou, dit-elle, elle est un peu contrainte par certains bobos parisiens, mais en tout cas pour elle c'était sacré. Pour beaucoup d'entre nous, alors moi j'ai un lien, comme je disais tout à l'heure, qui est presque affectif avec certaines de mes voitures. Oui, bien sûr. J'aime ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire les Français n'aiment plus la bagnole. Non. Et là, je vais vous rassurer, il n'y a pas que les Français. Alors c'est très important que les Français aiment les voitures, mais tous les peuples du monde aiment les voitures. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une très longue carrière dans l'automobile, d'avoir fait des tests aveugles avec des voitures qui allaient sortir dans 2 ou 3 ans. Et quand vous voyez ces gens-là qui rentrent dans les tests à l'aveugle, avec les yeux qui pétillent quand ils voient cette future voiture qui n'est pas encore dans le marché, qu'ils ont la chance en fait d'y contribuer et de pouvoir dire comment ils envisagent la voiture et d'aller vraiment au détail. Moi j'étais étonné du détail que les gens peuvent effectivement apporter, l'attention qu'ils peuvent apporter. Donc ces résultats ne sont pas étonnants. Et en fait voilà, donc il ne faut pas opposer je dirais la voiture aux citoyens. Il faut faire en sorte que la voiture devienne et continue à être un objet incontournable. Bien évidemment, elle doit progresser, elle doit se rendre plus environnementale et plus propre, mais c'est un mensonge en fait de dire que les gens n'aiment pas les voitures, qu'ils les considèrent pas, et ça c'est pas juste puisqu'en fait les gens en ont besoin, ils en ont besoin pour leur vie, et vont jusque, et pour moi effectivement c'est là pour le coup j'étais un peu étonné puisqu'il y avait 25 personnes qui considèrent que c'est un membre de la famille et qu'ils en voient vraiment, ça c'est incroyable. Ça, Est-ce qu'ils sont prêts, même si les Français sont très attachés à l'automobile, à la consommer autrement ? Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose et c'est pour ça que nous avons constitué Cosmobilis, puisqu'on était en fait un groupe de distribution automobile qui vend plus de 100 000 voitures par an, donc on est, comme je l'ai dit, le premier groupe français en Europe du Sud, mais on sentait quand même que les gens... par différentes circonstances et raisons, notamment la question du coût, notamment la question de l'accessibilité, étaient prêts à passer à autre chose. Et donc là, il y a une bonne partie des gens qui utilisent des voitures en libre-service, qui considèrent que on va passer de la propriété à l'utilisation. Il y a 67% des gens qui considèrent qu'on va consommer différemment la voiture et la mobilité. Et ça, c'est la preuve en fait que bon, il y a des choses qui vont commencer à changer. Il y a des produits qui
arrivent, notamment les souscriptions, les abonnements. Donc c'est des abonnements de plus courte durée. En fait, voilà. Donc on consomme que quand on a besoin, par opposition à on a une voiture en face de chez nous. Donc voilà, donc il y a à la fois les critères économiques et les critères sociétals, ce regard qui change par rapport à l'objet, qui font qu'il y a une évolution des mœurs. Et ça, c'est intéressant, c'est important, c'est bon, mais il ne faut pas opposer la propriété à l'utilisation, puisqu'en fait, il y aura toujours des gens qui voudront acheter leur voiture. Alors acheter, attendons-nous, c'est-à-dire que quand on prend un financement tout compris, et que c'est un leasing, la voiture ne nous appartiendra pas à la fin du contrat, elle est quand même considérée par le consommateur comme de la propriété, puisque personne l'utilise. Donc c'est sa voiture, elle est en face de chez vous. Donc quand on parle de propriété, c'est vraiment ce sens d'avoir la voiture à notre disposition, quand on veut, sans contrainte. Oui, c'est ça. C'est qu'on juste reste avec qui on veut. Et encore. Donc, et encore. Mais ça dépend des voitures. Ça dépend des voitures. Et donc voilà. Donc il y a une évolution intéressante. Pour conclure, Monsieur Gomez. Dites-moi. Oui. Non, juste pour conclure, parce qu'on arrive à la fin, malheureusement. Je vous laisse finir votre phrase. Pour conclure, je dirais que nous on a été ravis de ces résultats et ça nous a conforté dans notre conviction entrepreneuriale. Donc on va continuer à investir et à faire en sorte que nos entreprises se préparent au mieux à cette transition et à tout ce qui va arriver. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, Merci beaucoup. Nous, en même temps, on n'en doutait pas tous les deux. Et puis juste pour mettre le point de fin, la voiture électrique a quand même un peu de mal à convaincre encore, puisque 83% des gens qui ont été interrogés estiment que les véhicules électriques sont pour eux inaccessible. C'est ce que tout le monde dit aussi sur la page Facebook en règle générale. Mais en tout cas, c'était très sympa. Nous, on fait partie des 93%. Carlos Gomez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Carlos. C'est bon week-end Pascal. Allez, puisqu'on aime la voiture, on l'aime aussi. C'est Sud Radio, la voiture de l'auto, et qu'on parle Non, c'est pas la voiture de l'auto, c'est la radio de l'auto. Voilà. La radio de l'auto, pardon. On va tout de suite appeler Pierre qui est avec nous. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Oh oui, mais il tend. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, on a un problème de téléphone avec vous là. Ça va être compliqué. Vous êtes où? Je suis chez moi, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, on bouge plus. On vous écoute Pierre. Oui, alors on envisage de changer notre voiture. On a le choix entre une i20, une Hyundai i20, une i30. Et c'est à peu près tout pour le moment. D'accord. Et le budget 15 000. Ouais. C'est bien déjà. Alors, le truc, c'est que vous me dites, on a le choix entre une i20 et une i30, sauf que c'est pas la même taille de voiture. Vous voulez en faire quoi de cette auto? On n'est que deux en fait. C'est-à-dire. Oui. Alors pourquoi? Et quel type parce qu'en fait, quand on veut choisir une voiture, la question qu'il faut se poser au départ, c'est quel type de trajet je fais et qu'est-ce qui va être le plus approprié. C'est ça la première question. Sauf si on a juste envie de choisir par le cœur. Le coup de cœur. C'est pour ça qu'on vous appelle. Alors vous faites quoi comme type de trajet? On fait à moins de 15 000 km par an et c'est dans la campagne. Ah, j'adore. Du Tarn-et-Garonne. Voilà. Donc, pas d'autoroute. Donc vous n'avez pas besoin d'un diesel, vous n'avez pas besoin d'une voiture électrique. Non, mais de toute façon, dans le budget, ça passe pas. Non. 15 000 €. Alors, l'avantage... Entre la i20 et la i30, effectivement, il y a une différence de gabarit. Une i20, c'est très bien. Hein. Dans sa catégorie, c'est sans doute une des meilleures voitures. En plus, c'est extrêmement fiable. Donc, de ce côté-là, c'est vrai, quand on achète une voiture d'occasion, ça doit être un des critères premiers à l'achat. Oui. Est-ce que j'achète une voiture dont il faut que je me méfie? Ou est-ce que je peux y aller, non pas les yeux fermés, mais un peu plus sereinement? C'est ça, la première question. Donc, si vous me dites on est deux, j'irais plutôt vers une i20. Première chose. 15 000 €, vous allez avoir pas mal de choix quand même, avec des kilométrages qui sont pas trop importants. Pour faire de la route, c'est parfait. Essayez de la prendre en boîte automatique. Voilà, on en a une, oui. Quand on y goûte, on revient plus en arrière. Hein. Oui, c'est vrai. Non, même moi qui étais j'adorais mon... Même les gens qui sont bons, à part sur certains véhicules très sportifs. Et encore, Ferrari, par exemple, ne propose plus de boîte mécanique dans sa gamme. Hein.
Contrairement on à ce a qu'on les peut palettes croire. quand même Oui, au mais d'accord, volant. mais c'est que des boîtes automatiques. Oh, faut que je vous raconte un truc que j'ai fait sur quoi? Sur une voiture de course, sur un simulateur. Ah bon. Cette semaine, je me suis éclaté, en vrai. Bon. Pas en vrai. Sur le simulateur. Donc, i20, boîte automatique. 15 000 euros, vous allez avoir. Hyundai, pour ceux qui nous rejoignent. Ouais. Hyundai i20, boîte automatique. Voilà, on a fait le tour. Hein. Allez, au revoir. Non, je rigole. Parce qu'au départ, on était parti sur... au départ, on voulait une C3. D'accord. Oui, c'est pas... Mais on a un peu abandonné par rapport au problème de moteur. Là. C3, à 15 000 euros, vous allez avoir un litre de PureTech. Donc, on oublie. En fait, vous prenez un revolver et puis vous jouez à la roulette russe avec. On va se faire gronder par Citroën. C'est comme ça. C'est vrai. Le problème... Alors, en revanche, pour 15 000 euros, vous auriez une C3 très récente parce que malheureusement, elles se vendent mal avec le PureTech. Donc, vous auriez un modèle beaucoup plus récent. Oui. Mais comme je disais, quand on achète une occasion, le premier critère, enfin pour moi, mais j'imagine pour beaucoup de gens, c'est d'acheter quelque chose qui ne va pas tomber en panne tout de suite. Bon, donc entre une Hyundai i20 et malheureusement une Citroën C3 avec un litre de PureTech... je suis désolé, mais il n'y a pas photo, quoi. C'est pas du French bashing que je fais. C'est du moteur bashing. Voilà, il faut être, à un moment, il faut être réaliste. Non, puis on parle vrai, nous. Vous prenez un risque si vous prenez une C3. Bon, l'avantage de la C3, c'est qu'elle est plus confortable. Voilà, si vous aimez vraiment du moelleux, c'est plus confortable. Mais j'allais être méchant. Oh, je vais l'être quand même, tant pis. La C3 est encore plus confortable parce que vous allez rester dans votre canapé vu qu'elle sera chez le garagiste. Papa. Non, là, je suis méchant. Je suis méchant. Donc, on part sur la Hyundai i20. Pour moi, c'est un choix bien plus pertinent. Bon, même Pierre. D'accord. Parce que je voyais que vous aviez aussi noté sur le mail que vous nous aviez envoyé sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien vos contacts complets et puis on parle auto. Vous aviez aussi la Mazda, la Ford Ka ou la Toyota Yaris. En fait. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas trouvé qui rentrait dans votre budget. Ouais. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. Et alors que des Hyundai, on en a trouvé. Oui, non, mais c'est très bien la Hyundai. On dit Hyundai, parce que c'est coréen. Maintenant. Avant, on disait Hyundai. Non, mais c'est Hyundai en Corée. Oui, mais après, il a fallu dire Hyundai. Parce que dans les autres pays du monde, on disait Hyundai. Voilà. Et en Corée, on dit Hyundai. Voilà, on dit Hyundai. Pierre, on vous embrasse très très fort, mon cher Pierre. Merci, moi aussi. Et puis bon choix. Bon voyage en Hyundai i20 là. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous faites comme Pierre, vous n'hésitez pas. Pascal. Vous avez. Mais c'est Pierre, mais c'est quand même un bon week-end Pascal. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, il fallait bien. En même temps. Comment je pouvais imaginer qu'elle n'allait pas arriver celle-ci. Je vais en profiter moi pour souhaiter également un très bon week-end Pascal à tous nos amis qui sont sur la page Facebook de Sud Radio, avec Ramzi qui est arrivé aussi. Enfin voilà, vous avez été nombreux de nouveau. Est-ce que je peux passer un message? Il y a Agostino Nitto qui est avec nous aussi. Oui, allez-y. Est-ce que je peux passer un message? Rapidement, comme la semaine prochaine, on va parler de l'anniversaire de la Golf, les 50 ans. Oui. Si vous avez une Golf 1 et que vous roulez encore avec, appelez-nous, envoyez-nous un message et puis on vous prendra l'antenne. Ça serait bien de pouvoir partager aussi. @sudradio.fr pour nous écrire et vous nous appelez si vous le voulez au 0826 300 300 pour vous inscrire pour la semaine prochaine. L'ami Jean-Luc, bon week-end de cloche. Ça nous va bien, nous, ça. Ouais. Je vais rentrer de Rome demain. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, on vous souhaite à tous un très très beau week-end Pascal. Vraiment, profitez si vous avez le lundi de férié pour vous reposer et puis profitez de ces week-ends à passer en famille. Je vous embrasse tous. Merci à Julien d'avoir réalisé cette émission, à Jordan d'avoir été au standard et puis à vous d'avoir pris votre voiture pour venir me rejoindre ce matin, l'ami Jean-Luc, samedi prochain. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr